Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de l'AFTV, je prends mon air le plus sérieux, chers tous, pour vous dire ceci. Les pluies diluviennes de cette année seront très dangereuses. Nos populations sont donc angoissées. C'est un véritable danger qui nous guette. Ça, dans ma maison, là, ça monte comme ça. L'eau la monte. Sans les caniveaux, on n'y peut rien. On a beau remblayer, c'est zéro. Lorsqu'il pleut, là, on n'arrive même pas à sortir. Pour amener nos enfants à l'école, même pour aller faire le marché. Nous sommes dans la maison comme des prisonniers. Selon les géographes et les urbanistes, la cause de ce danger qui nous guette n'est autre que l'urbanisation sauvage faite dans nos communes. À qui donc la faute? Il va falloir en débattre sans faux fuyant. Mesdames et messieurs, bonsoir. À Abidjan, il y a bien évidemment de nombreux quartiers qui respirent la douceur de vivre, avec des rues qui ont parfois des allures de cartes postales idylliques. Pourtant, ces endroits plutôt chics peuvent radicalement se transformer certains mois de l'année et être le lieu d'un chaos sans nom. Dans ces quartiers, il y a des signes qui ne trompent pas. Une à une, des familles fuient ou cherchent à le faire. Direction la commune d'Abobo. Voici ma fille et voici mon fils. Et la grande est là-bas. Là, c'est là que vous êtes. Oui, c'est là que je suis. Vous vivez ici chaque jour avec la peur. Oui, je vis ici, ça, j'ai la peur avec mes 3 enfants. Vraiment, quand il fait nuit, on n'arrive pas à dormir. Vraiment. C'est combien de maisons déjà qui sont tombées dans le trou? Il y a 3. Il y a 3 qui sont tombés. À 38 ans, et veuve depuis 1 an, Juliette est face à elle-même, avec 3 enfants sous le bras. Vivre dans cette maison, chaque jour, c'est vivre dans la peur et l'angoisse. Quand il pleut, je suis assis, ils sont là, maman, il y a quoi? Maman, il y a quoi? Je dis, ah, on a peur. Avec le vent, on a peur. Vraiment, je suis assis. Je vais prier jusqu'à ce qu'il fait jour. Si c'est dans la journée, je dis, venez, on va aller vers là-bas, là au moins. S'il y a les gens, s'il y a quelque chose, on peut nous sauver. Dans la cour de Juliette, 5 maisons sur 8 sont encore habitées. Depuis plusieurs jours, elle voit ses voisins vider leurs maisons de tous leurs biens. Beaucoup sont partis, laissant derrière eux des bicoques décoiffés. Mais pour beaucoup comme Juliette, quand les circonstances de la vie ne sont pas favorables, difficile de plier bagage. C'est ce qui fait qu'on est encore là. Sinon, c'est pas parce que quand on voit les trous, on est content d'être là ou bien quoi, on a peur. On a peur. Quand la pluie même veut venir, même vraiment, on prie Dieu pour qu'il ne faut pas plus là venir. Mais est-ce que nous, on peut attraper pluie? C'est Dieu qui a le tout. C'est ça. Nous voici les trous. J'ai 3 enfants. C'est à cause de nos enfants qu'on n'a plus de tôle pour barrer ici. Parce que je vends là-bas, quand je suis là-bas, mon cœur n'est pas tranquille. Quand il pleut aussi, on est obligé de sortir. Parce que si c'est la nuit, ça nous trouve, on est assis. Mais si ce n'est pas la nuit, dans la journée, on sort. Vous sortez pourquoi? Parce qu'on a peur. La peur, elle n'a que ça à la bouche. Car régulièrement, quand il pleut, voilà la transformation que subit cette zone, à l'instar de certains autres quartiers d'Abidjan. Ça a cassé ma pare-brise. Juliette et sa petite famille voient leur quotidien se dégrader à cause d'une météo qui semble être devenue complètement folle. Le quartier Plaque d'Abobo fait partie des 54 zones à haut risque identifiées à Abidjan par les autorités. Leur ultimatum, 24 heures, car ici la catastrophe est imminente. Cette année encore, le service météorologique de la Sodexam a annoncé l'alerte orange, voire rouge, ce qui veut dire la prévision d'une importante quantité de pluie sur la région d'Abidjan. Dans cet élément exclusif, il y a problème à suivre pour vous, ces Ivoiriens qui vivent et dorment dans l'incertitude
dans des conditions précaires et craignant parfois pour leur vie. 2020 a d'ailleurs été une année record, avec une importante quantité de pluie bien au-delà de la moyenne. Il n'y avait jamais eu d'inondation, dont les conséquences ont été des millions de francs CFA de dégâts. Et parfois, on dénombre des pertes en vie humaine. Ces 5 dernières années, près de 50 personnes ont péri dans les intempéries. Problème, peu de choses sont faites pour inverser la tendance. Cette année, la saison de pluie est censée encore durer 1 mois et demi. Et face à cela, voici le plan du gouvernement. Forcer le départ de 4000 ménages, soit 25 000 personnes, qui devraient être obligées de quitter leur logement. Malgré cela, de nombreuses questions se posent. Les populations vulnérables sont-elles vraiment protégées des pluies torrentielles? Comment la vie de certains de nos compatriotes est-elle transformée par ces intempéries? Enquête sur comment la folie de la météo met en danger la sécurité, les investissements et l'avenir de nombreux Ivoiriens. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le nombre de personnes dont la vie est bouleversée à cause des aléas du climat va croissant et certains ont beaucoup perdu. Ici nous sommes à Abobo, quartier Plaque. Akissi a 82 ans. Elle et son mari ont vécu plus de 50 ans de vie commune. Il y a 3 ans, le couple achète un terrain avec l'économie de toute leur vie. Ils y bâtissent leur maison de rêve qui malheureusement ne tiendra pas face aux pluies. Il est vieux, moi aussi je suis vieux. Les enfants aussi, c'est pas tout le monde qui travaille. Il y a aussi qui ne travaillent pas. Ceux qui travaillent là, c'est ça. Il veut nous aider. Il a fait un enfant aussi. Il ne sait pas comment on a fait. Sinon, il travaille, qu'il a eu l'argent de retraité, c'est ça, il a payé terrain. Il a payé terrain, c'est ça, ils ont fait une maison. Là. On dit que de faire, et puis après ça, on ne veut pas fatiguer. C'est maintenant aussi, on est là pour fatiguer. Une partie du terrain de la famille d'Akissi n'a pas résisté au glissement de terrain. Elle imaginait sa vie ici, dans sa propre maison, son propre terrain, une maison basse de 3 pièces qui aujourd'hui est à un tout petit pas de tomber entièrement dans ce gros ravin. Heureusement pour la famille, elle s'en est vite rendue compte et a plié bagage. On dirait que c'est maintenant que j'ai commencé encore. Sinon j'ai tout perdu. C'est ça. Akissi n'a pas complètement quitté le quartier, mais elle s'est un peu éloignée du ravin. Elle s'est abritée dans cette petite maison qu'elle loue, avec le sentiment de reprendre tout à zéro. Mais impossible de partir à la case départ quand on a 82 ans. En Côte d'Ivoire, un habitant sur 5 vit sur un terrain menacé par les pluies. Et chaque année, le pays connaît son lot de réfugiés climatiques. Et les autorités sont radicales. Pour éviter morts et dégâts, Bouaké Fofana, ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, veut détruire toutes les habitations sur les zones jugées à risque, puis aménager ces zones pour empêcher toute tentative de réinstallation. Ce matin-là, il est au quartier Clocha d'Abobo. Ça va, tu vois qu'il y a un danger. Ce soir, tu peux aller chez ton voisin, vraiment, laisse-moi au salon, même dans la cour. Parce que la pluie finisse. Ou bien tu vas à la mosquée, ou bien à l'église, ou bien à la cour de l'école. À l'école. Si jamais ça arrive que la maison a glissé, au moins les gens sont en vie. Ici, là, il y avait au moins 3 coups, 24. Non, 4, il y avait 4. Tout est parti. Tout est parti. Tu vois l'étage qui est là, l'étage qui est ici, là. Il y avait 3 coups derrière. Tout est parti. Ici, là, c'était un grand passage. Hein. Ce côté-là, c'était un grand passage. Mais tout a tout bouffé. Dans le quartier Clocha, il y a encore des Ivoiriens qui vivent à quelques mètres du danger. C'est le cas de cette cour dont les habitants ont tous fui. Mais il reste encore une seule famille. Mamadou a bien voulu nous mener vers elle, mais la voie pour y arriver n'est guère rassurante. Lui qui en parle, tu as vu la maison là? Tu as vu la maison qui est ouverte là? Ouais. Il y a un handicapé qui est dedans. Ce côté-là. Attention, hein. Monsieur, pardon. Ce côté-là. Il y a un handicapé dans le réseau que le président a donné à des gens. C'est dans ça qu'il est présentement. Moi, le gars, on dit de sortir. On ne sait pas. Bon, il y a quelqu'un qui nous a dit
Il a quelqu'un qui lui a dit il a 2 femmes. Il y a quelqu'un qui lui a dit de sortir, lui va s'occuper de lui. Bon, jusqu'à aujourd'hui, on ne comprend pas. Il est dedans. Jusqu'à aujourd'hui, il a sa femme et ses enfants. Il y a des enfants au bord là. Tu as vu la maison qui est à côté là, où il y a porte ouverte là. Dernière maison, jusqu'à présent, il habite dedans. Ici, plus la pluie tombe, plus les zones habitables rétrécissent. Aujourd'hui, une interrogation reste sans réponse. Qu'en est-il du dispositif de recasement des personnes à déguerpir? Pour le ministre, la réponse est toute trouvée. Monsieur le ministre, est-ce qu'il y aura particulièrement un dispositif qui sera mis en place pour les recasements, pour les renouvellements? Non, on est en train de réfléchir à ce dispositif-là. Mais pour l'instant, vraiment, ça nous pousse contre la montre parce qu'on nous prédit des pluies importantes. Ce qu'on souhaite vraiment, c'est que les gens soient conscients du danger auquel ils sont exposés et qu'ils prennent même des mesures déjà avant que l'on arrive en appoint. Ok? Par exemple, le monsieur qui habite là-bas, s'il pleut ce soir, il peut partir. Ce que je dois vous voulez expliquer, vous, journalistes, c'est de dire, là où il est en danger, quand il pleut, au moins il peut quitter là-bas pour aller sur la terre sèche là-bas. Depuis le début de la saison pluvieuse, une quinzaine de particuliers ont été sinistrés. Pour certains, les dégâts ont été tellement importants que leur maison est devenue dangereuse pour eux-mêmes. Mon frère, tout ici, la maison. Tout ici, la maison. Il y avait 4 coups ici. Après celui-là. Vous voyez comme ça est devenu? Vous voyez? Doucement. Vous venez en douce. Là, ça glisse. On casse. Il est déterré. Moi, il y a longtemps, il ne passe pas ici. Non, mon frère. Tiens. Hein? Vous venez en douce, hein? Vous venez en douce, hein? Non, comme il a été de filmer. Il a été de filmer. Voilà la maison qu'il valait là. Voilà c'est votre même là qui est là. Voilà la famille qui sont logées dans la cour. Donc, c'est comme je disais, monsieur le journaliste de RTV, et si vous nous dites de quitter dans cet endroit, alors, je me débrouille ici à payer au moins 10 000 par jour, ou bien 20 000 francs par mois. On me dit de quitter. Même si on me loge en gré, je suis content et je suis fier de faire ça. Mais si je n'ai pas de moyens d'aller, je suis obligé de laisser au bord de trou. C'est ça qui nous fatigue. Voilà. Il est là. Il est là. Voilà. Vous voyez? Il a qu'à monter ici, elle est montrer quelque chose. Viens voir, montez. Où est-ce? Mais c'est frère. Vous voyez, non? Ça, c'est une cour qui est partie. La cour qui est là. Il y avait une cour complète là même construite. Tout est parti. C'est parti. Là aussi, c'est parti. Là. Ça continue comme ça derrière. Toutes les cours là sont parties. Les cours sont tombés? Oui, c'est tombé dans le trou. C'est une cour construite complètement, hein. Fini. Et où est-ce? Maintenant. Il arrive? Ah, où ça se ferait bien aller? Non, il va. Voilà, attends, hein. Voilà une vieille qui est là. Elle aussi. Voilà le frère. Vous voyez? Il y a une fille ici. Oui. Compte du moyen. Où est-ce? Voilà. Voilà le. Et c'est à toi qui avait la numérique. Voilà le monsieur. Vous pouvez lui poser la question. Et c'est là, il vit avec sa famille. Hein? Parce que ça dépend des moyens qu'il doit aller prendre une maison ailleurs, une maison de 100 000 à 60 000. Voilà. Siaka ne vit pas ici seul. Sa mère est dans la maison d'à côté. Le propriétaire leur a même abandonné le terrain. Sekou et sa mère échappent désormais au loyer. Et raison de plus de ne pas partir. Pour eux, c'est une chance, mais chaque jour, ils côtoient le pire. Mais apparemment, votre maison serait en danger. Si. Vous êtes informé? Vous êtes au courant? Je suis au courant. Depuis le 20 du mois passé, nous avons les papiers là qui ont quitté le coin, qui ont cassé les coins. Vous avez reçu un mot? Bon, on va lancer un mot. Le premier jour, je les ai appelés, j'ai dit, mais on va quitter le coin. Bon, s'il voit qu'on est ici, c'est manque de moyens. Hein? S'il voit qu'on habite dans un coin comme ça.
C'était la cour qui était là, tout le monde est parti sur moi. Bon, tout le monde est parti sur vous. Voilà, vu mon état, vraiment, ça fait que manque de moyens. C'est moi que je suis le président Bossu là. Tout le monde est parti. Bon, et ils sont venus donner le papier. Bon, moi, je les ai appelés. J'ai dit, ah, mais vous avez le papier du 20 au 8. C'est comme 2 semaines et quelques. Abidjan, on ne peut pas gagner une maison dans 2 semaines, même dans 1 mois, dans 3 on ne peut pas gagner une maison. À terme, si la météo continue d'être aussi agitée, toutes ces maisons risquent de tomber. Bâties sur un sol argileux, les maisons peuvent à tout moment tomber. 4 maisons sont déjà tombées dans le ravin. Et les maisons de Siaka et sa mère sont à moins de 20 mètres du ravin. Côté, comme ça. Là, comme ça, vous pouvez bien vous tenir dedans. Vous entrez, venez, vous pouvez entrer. Voilà. Et là, c'est là, elle dit. Oui, oui. Pas moins de 35 à 40 ans, hein, elle est ici. Oui. Depuis nous, on est petits, nous-mêmes, on est déménagé au quartier 179. Je pense qu'en 81, 82, j'ai connu la vieille. Il y a quelques jours, tous ici ont reçu une lettre du ministre de l'Assainissement qui ne laisse pas le choix. Dans cette lettre, les autorités sont très claires. Elles les invitent à quitter les lieux le plus tôt possible, car bientôt, les résidents recevront un arrêté d'expulsion définitif. Les habitants, eux, souhaitent que les caisses de l'État volent à leur rescousse. Je suis un simple charpentier. Donc, je suis là avec ma famille, 10 personnes dans la maison. Je vais maintenant, je peux aller confier mes affaires chez les amis, pour quitter même après-demain. Mais est-ce que tous ces enfants-là, avec les femmes-là, tu vas aller confier ça chez quelqu'un? Non. Tu vas aller ajouter ça sur la famille de l'autre? C'est pas possible. Donc, moi, mon problème, je ne sais pas où je vais partir. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est que même si les cautions, là, c'était un peu moins, j'allais partir facilement. Mais cette décision, les habitants l'ont encore en travers de la gorge. Pour comprendre pourquoi ces familles sont sommées de quitter les lieux, il faut prendre de l'altitude et regarder ces images aériennes. D'ici les prochaines années, la pluie risque de faire disparaître toutes ces maisons. Pour bien nous en rendre compte, nous revenons au quartier Plaque. Le trou n'était pas aussi grand. Il était à plus de 300 mètres des habitations. Mais plus il pleut, le trou gagne du terrain et s'approche des maisons. Et aujourd'hui, pour le ministre Bouaké Fofana, l'urgence est de vite prendre des mesures pour protéger les habitants. Car vous allez le voir, comme ici dans ce quartier, la situation est plus que critique. Certains Ivoiriens construisent même des maisons sur les flancs des collines. Ministre, quel commentaire vous faites de ce que vous voyez? Le danger, le risque, je ne sais pas, ils n'ont pas une bonne appréciation du risque auquel ils s'exposent. J'ai le sentiment parce qu'ils pensent qu'il a fait des briques il a fait un peu de béton, je pense que ça peut ne pas. Ça ne résistera pas à une vraie pluie. Ça ne résistera pas. Parce que pour que ça tienne ici, il faut que sa fondation aille jusque sur la roche en bas. C'est pas possible. Ça va coûter plus cher que. Donc vraiment on compte sur vous. Vous voyez vous-même, hein, quand on parle de zone à risque, c'est ça. Ici, 2 milliers de personnes sont concernées par cette urgence. Et les effets destructeurs sont bien visibles à l'œil nu. Mais il y a des quartiers où les inondations ne préviennent pas. Ces dernières années, plusieurs quartiers d'Abidjan en ont souffert. Des maisons entières se sont retrouvées les pieds dans l'eau. C'est le cas de Gonzagueville, où des maisons, des commerces et des habitants se sont retrouvés menacés. Et ils sont nombreux à avoir tout perdu. Au quartier Éléphant, les conséquences des premières pluies s'observent déjà. Cette rue, séparant 2 pâtés de maisons, ressemble désormais à un lac noir, obligeant les piétons les plus courageux à marcher orteil contre talon. Toute l'année dernière, le quartier avait déjà vécu cela avec les pluies torrentielles. Des inondations impressionnantes et terriblement destructrices. Dans ce quartier, Sarah se souvient bien de ces événements. Sur la route de Bassam. Apparemment, l'eau est partout. L'eau est partout.
Actuellement, même, ça a diminué comme ça. Ça a diminué, mais quand il pleut, là, on ne peut pas. Franchement, on ne peut pas. C'est bourré. Et nous, on habite, juste après l'eau, on habite. On a mis des cailloux. Si vous remarquez bien, là, regardez là-bas, on a pris un peu de gravat. Un camion de gravat pour juste mettre, parce que le quartier s'est organisé pour pouvoir cotiser. Mais ça ne va pas, ce n'est pas tout le monde qui a les moyens pour donner. Donc ça fait que ça pèse un peu sur nous. Ces eaux stagnantes que vous voyez là datent de la dernière pluie, d'il y a 2 jours. Et quand il pleut, l'eau atteint des niveaux inimaginables et se transforme subitement en torrent. Et des maisons se retrouvent encerclées par les eaux de pluie. Vous allez voir la maison qui est là. Lui-même, il est dans l'eau. Lui, cette maison, elle est inondée. Regarde. On peut voir. Bon, vous ne pouvez pas passer. C'est l'eau carrément. Une maison inondée. Bon, je ne sais pas si... Depuis que Sarah est arrivée dans ce quartier, elle a subi 2 grandes inondations importantes dans l'intervalle d'une seule saison pluvieuse. Elle n'avait jamais vécu cela, et ces 2 fois, l'eau est très vite montée. Ici, là même, c'est ma cou qui est là en fait. Voilà, ça, lui, il a diminué, c'est descendu. Sinon, tout ici, là, c'est tellement. Quand il pleut, là, tout ici est inondé. Tout ici est inondé. Quand il pleut, là, moi, j'habite là. Tu vas me demander qu'elle a. Quand il pleut, là, ça remplit. Mais vous avez trouvé au moment où l'eau est finie. Même s'il y avait l'eau, elle n'avait pas rentré. Peut-être que c'est bon, vous avez côté pour rentrer. Tout ici, là. Ça rentre dans les maisons souvent. Ça, il dit dans ma maison, là, ça monte comme ça. L'eau, là, monte. Dans le sol, là, ça monte. Tout ici, là, est rempli. En plus, on verse ici, la cour est remplie. Mais beaucoup tirent leur propre hypothèse. Qu'est-ce qui peut justifier de telles images? L'eau est partout, dans les rues, devant les maisons et devant des commerces. L'eau, mon fils, quand il pleut là, ici, là, on ne peut pas. Devant la porte ici, là, c'est la dune de briller. C'est ça qui vient ici. C'est pas petit affaire qu'il n'y ait pas là. C'est pas petit affaire. C'est pas petit affaire ici, là. Ça arrive ici. On ne peut même pas. Il y a les enfants. Il y a les enfants. On ne sait pas comment on va faire. On ne sait pas. Ouais, voyez-nous. On souffre. On souffre. On dit on a mer. On ne voit pas mer. On souffre dans le quartier. Mettez mer là à côté. Vous n'avez qu'à nous aider. C'est notre chaussure du quartier. Notre chaussure. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas sortir. Est-ce parce que le quartier n'a jamais bénéficié d'un projet de viabilisation ou est-ce les conséquences d'une urbanisation à outrance? Cette urbanisation n'a-t-elle pas un impact sur le ruissellement des eaux pluviales? Que font les autorités locales et gouvernementales? Une chose est claire, les inondations continueront de faire partie de la vie de ces Ivoiriens. Voici l'eau, la preuve en est, ça arrive jusqu'à notre tibia. Si on avance, quand on avance, si on avance encore, ça peut arriver sur nos jambes. Donc le mieux c'est de rester ici. Le mieux c'est de rester. Vraiment, nous avons besoin de votre aide. L'aide des autorités, maires, députés. Nous vous appelons à venir à notre aide. Mais vraiment, c'est très profond. Oui, effectivement, c'est profond. C'est très profond parce que quand il pleut, voilà, si nous avançons encore, c'est très dangereux. Parce que ça arrive, il faut que j'ai pris encore mon pain pour que je puisse marcher. Vous comprenez un peu? Donc, actuellement, là, le vrai problème même dans le quartier, c'est que nous avons, voilà, le quartier éléphant, on a besoin du remblayage. Imagine, lorsque nous nous interpellons entre nous pour se cotiser, pour pouvoir remblayer, d'autres ne veulent pas. Mais ça ne suffit même pas parce que l'argent ne suffit pas. On va donner combien pour pouvoir remblayer tout ce quartier-là? Pendant longtemps, plusieurs géographes ont sans cesse alerté qu'à Abidjan, toutes les zones ne sont pas bonnes à être habitées. Mais concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Regardez cette illustration. Sur un terrain sans construction, mais avec des cultures, de la végétation, quand il pleut, une partie de l'eau s'infiltre dans le sol. Sur le même terrain recouvert de maisons et de routes, le béton imperméabilise le sol. Résultat, l'eau reste à la surface, elle monte, et quand il n'y a pas de réseau de cours d'eau, voilà ce à quoi on doit s'attendre. Et avec tous ces dommages, les regrets se multiplient. Après plusieurs jours, le quartier de Siaka a bien changé. Sur les visages, angoisse, tristesse et mélancolie.
Aujourd'hui est certainement la pire journée de leur vie. Nous retrouvons la maison de Siaka qui dans quelques minutes sera démolie par les bulldozers. Vraiment, c'est pas facile. Hein? Problème là. Vous connaissez le monsieur qui est à l'intérieur? Si, je le connais. Vous savez où il est? Bon, actuellement là, vraiment, c'est ici, il habitait, bon. Il est avec nous ici, on le connaît bien, bon, c'est pas. Il nous a dit tout à l'heure là qu'on vient de les surprendre pour leur dire que non, on leur a dit de quitter, on leur a donné papier, bon, c'est pas quoi faire. Voilà, vraiment, ça fait pitié quoi. Mais là, lui-même, il n'est pas là? Il est dans Ouourou là, c'est lui qui a passé dans Ouourou là, c'est pour lui-même. Siaka n'est pas dans sa maison. Nous le cherchons et finalement nous le retrouvons sous ce arbre, sous lequel il a voulu prendre un peu d'air. Pour lui, les choses sont en train d'aller un peu trop vite. Ouais, on doit venir. C'est pas mal de moyens. On est resté jusqu'à ce jour. Et ça fait qu'ils sont venus faire quitter des forces. Ça c'est des forces. On fait quitter quelqu'un chez lui, avec mon état d'intimité, on donne un coin où je peux gagner maison. Comme ça. Avant de casser, moi je ne dis pas non de pas casser, mais comme ça, on va nous donner des moyens de nous faire quitter dans des sites comme ça. Vous venez en plein jour comme ça pour nous faire vider de comment on part. Siaka, le regard hagard, ses affaires autour, lui et toute sa famille à la rue. Plus d'abri, plus de maison, ils sont livrés à eux-mêmes. Le ministère de l'Assainissement a entrepris de les recaser temporairement dans un hôtel. Là, tu vas au Soudan. Mais tu vas là-bas. Bon, montez. Le ministre va venir vous trouver là-bas. Il y a chambre tout là-bas. Nous décidons d'accompagner la famille de Siaka vers sa demeure temporaire. Il est escorté par des agents de la mairie d'Abobo qui sont chargés de l'installer. Vraiment, on ne s'attendait pas à ça. C'est-à-dire que, bon, moi, dans 4 à 5 mois comme ça, on va trouver un moyen de quitter. Bon, vu mon état d'infirmité, vraiment, je ne peux pas sortir de cette maison. Souvent, c'est ma madame qui sort, elle va chercher. Bon, souvent, les prix qu'on dit, là, souvent, nous, on habite dans une maison, 3 chambres. Une chambre, ça. Il y a 3 pièces. On nous dit 80 000, 100 000. Bon, on va pas voir ça. Vous savez combien de chambres ils ont réservé pour toute votre famille? Ici, là, une chambre. Donc, moi, j'ai au moins 14 enfants, puis il y a celle-là. Bon, elle est deux. J'ai 2 femmes. Même discuter là, j'ai fait papa pas juste à maman. Puis, attends, puis on va trouver un peu. Donc, elle est chez maman là-bas. C'est moi, elle est là, c'est là. La première femme. Siaka ne sait pas combien de temps il restera dans cet hôtel. Est-ce le temps de la durée de la saison pluvieuse? Dans quelles conditions? Quand on sait que la famille de Siaka n'a eu droit qu'à une seule chambre. 14 enfants, 2 femmes et une mère dans une seule chambre. Mais derrière lui, les bulldozers ont commencé à détruire les maisons dans lesquelles vivaient tant bien que mal des foyers, s'y construisaient des histoires et de vie, et un avenir aujourd'hui en pointillé. Le visage marqué par la tristesse, l'angoisse et l'inquiétude. Aujourd'hui, la météo leur arrache leur maison. Et eux-mêmes, et l'État, à l'unisson, crient à problème. Le danger que représentent donc ces pluies diluviennes pour les Ivoiriens. Nous allons donc ouvrir le débat. Et je suis sur ce plateau avec Christophe Nda, docteur donc en géographie physique et géométrie climatologue.
Merci infiniment d'avoir répondu à notre appel. À côté de vous, vous avez M. Koné, qui lui a été victime de ces pluies diluviennes et qui ne sait plus à quel saint se vouer. Monsieur Nda, qu'est-ce qui justifie ce dérèglement climatique, n'est-ce pas, auquel nous assistons depuis un certain temps? Ce qui justifie aujourd'hui ce dérèglement du climat, bon, d'abord, je voudrais faire quelques précisions. C'est qu'il y a ce qu'on appelle le changement climatique au niveau global. Et à ce niveau-là, déjà, il y a des paramètres climatiques qui sont perturbés ou qui connaissent des changements, notamment la température, la pluviométrie, l'humidité de l'atmosphère, l'insolation et bien d'autres. Alors, ce qu'on observe, c'est qu'il y a eu une phase où la pluviométrie a baissé. Quand on compare à une période dans les années 1960, 1970, 1950, alors il pleuvait suffisamment. Après cette phase, la pluviométrie a commencé à baisser. Et là, depuis les années 2000, on a commencé à enregistrer des cumuls assez importants. Mais à l'intérieur, quand on prend dans sa répartition sur l'année, on connaît un certain nombre de perturbations au niveau des saisons. Oui, docteur, ce qui intéresse les Ivoiriens aujourd'hui, c'est de savoir sur quelle base et à la base de quel rapport l'État s'engage dans une sensibilisation pour dire aux populations, la zone que vous habitez là, c'est une zone à risque, donc vous devez quitter l'endroit. Tout le monde en Côte d'Ivoire et à Abidjan sait que dans le mois de mai et juin, il pleut. Et dans le mois d'octobre, novembre et décembre, il pleut. Alors, et cela est connu au niveau de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est la base. Il y a la prévision qui se fait par les grands centres de climatologie du monde. Il y a les observations radar ou satellitales. Il y a aussi la connaissance de l'expert climatologue et météorologue. Et c'est tout ça qu'on conjugue pour prendre des décisions en fait. Voilà. Et ce sont ces décisions scientifiques qui sont transmises à l'État et c'est sur la base de ces informations scientifiques et qui sont quand même fiables que l'État prend la décision d'aller et de dire à une population qu'à tel moment et sur tel endroit, on pourrait avoir telle quantité d'eau. Il faut soit déguerpir ou il faut aménager l'espace pour éviter les dangers ou encore les catastrophes. Je ne suis pas personnellement d'accord que la population dise qu'on vient les surprendre. Des études sont menées il y a bien longtemps. Vous comprenez? Donc les populations ont été prévenues. Les populations sont prévenues. Alors je vais vous prendre le mot parce qu'à côté de vous, vous avez M. Koné. M. Koné est donc, on pourrait le considérer comme le représentant de ces populations. Lui, il vient d'Abobo. Et alors, comment ça s'est passé à votre niveau? Quand on dit qu'on a été prévenu, nous on peut dire non, on n'a pas été prévenu. Non. Si on est prévenu, on ne veut pas venir mettre notre... Oui, mais avant de parler, même si on vous a prévenu ou pas là, comment vous vous êtes arrangé pour vous trouver dans cette zone à risque là? On a payé. Vous avez payé quoi? Payé le terrain avec vous avez payé le terrain avec qui? Les poteaux de terrain qui sont les représentants des chefs des terres. Ok, après? Vous payez les terres avec eux, il y a les courses de faire des papiers, il faut aller à la mairie, il faut aller dans les différents coins. On ne peut pas se lever quand on construit une cour du jour au lendemain. Donc c'est après toutes les autorisations? Après tout, puis bon, on est là un matin, on vient dire que, bon, la canalisation a commencé, depuis Abobo Grand Stop. Tout l'eau qui va venir de la gare, du Banco d'Abobo, c'est là que ça passe. Et nous on n'est pas loin du bas-fond. Donc ce que je dis, ça va plus de 25 ans. Ben, moi, je suis là, ça fait 84. Mais quand nous on s'assoit, on regarde, l'eau qui quitte depuis le Banco, qui traverse la gare, venir jusqu'au Grand Stop, c'est même eau là qui passe là et qui va jusqu'à la lagune. Mais s'ils ont eu l'occasion de faire la canalisation et construire, mais pourquoi pas ici? Et c'est là le projet, ça s'est arrêté. Et que quand ils ont arrêté le projet, ils sont dit avant 80. C'est qui il? Le gouvernement. Oui, mais il faut dire le gouvernement. Non, le gouvernement, c'est eux qui construisent les trucs. La canalisation est venue de la gare, ça s'est arrêté au Grand Stop. C'est là, tout l'eau d'Abobo, il peut dire ça passe. Vous avez recontacté le gouvernement? On a fait des trucs. Vous avez fait quoi? C'est quoi les trucs? On a fait des photos, on a fait des vidéos, envoyé des gens à la mairie. Père à son âme, le père, le ministre Ahmed Bakayoko avait décidé de trouver des solutions. Bon, Dieu a fait ce qu'il pouvait faire, ça s'est arrêté là. On est revenu encore avec d'autres représentants qui sont les représentants des ministres. Mais ça casse nos maisons. Je vais revenir à vous sur un autre pan de votre ressenti, mais je voudrais quand même demander au docteur quelques commentaires. Vous savez, ce qu'il dit rappelle que
l'homme a quand même ses faiblesses vis-à-vis de la nature. Alors, il a répété un tout petit peu ce que j'ai dit. Dans les bas-fonds, ce sont des points d'accumulation d'eau. Alors, je ne sais pas pourquoi l'État, sans aménagement, va aller installer des personnes. Aujourd'hui, c'est vrai que la question d'urbanisation est difficilement maîtrisée. Alors, puisqu'il y a déjà la population, les villageois qui jouent, il y a aussi le ministère qui joue, il y a même les collectivités qui ont leur part de responsabilité dans l'histoire. Mais toujours est-il que nous serons toujours rattrapés par la vérité de la nature. Et c'est quoi cette vérité? La vérité de la nature, c'est que si vous vous mettez dans un point à risque, vous serez un jour ou l'autre rattrapé. Si vous vous mettez dans une zone de bas-fond, un jour, il va y avoir une accumulation et une remontée d'eau. Et vous serez déjà en difficulté. Oui, mais lui n'est pas spécialiste de tout ça. Il estime que toutes les démarches ont été entreprises, qu'il a eu les autorisations nécessaires pour habiter là. Donc c'est à qui la faute? Moi, je veux juste savoir, je veux comprendre. Je prends le cas de Gobelé, par exemple. Je sais qu'à plusieurs reprises, ils ont tenté de les déguerpir, mais aujourd'hui, vous partez, il y a toujours des personnes dans ce gros point d'évacuation d'eau. Alors, il y a aussi le cas d'Alabra qui a été aménagé pour que la population vive tranquille. Mais bon, voilà, avec la remontée des cumuls pluviométriques et surtout Abidjan qui croît de façon vertigineuse. Alors, le sol est tapi. Je vais dire, le sol est aujourd'hui de plus en plus imperméable. Il va y avoir beaucoup d'écoulements et aujourd'hui, ça gêne les habitats d'Alabra. Oui, alors, M. Koné, vous disiez? Là où nous sommes, le trou était pas moins de 200 mètres de nous. Comme cet endroit, vous n'étiez pas seul, M. Koné? On est nombreux. Même les autres sont partis, toi, et puis vous voulez rester? Personne n'est parti. Ah bon? Personne n'est parti. Mais quand l'État vient vous dire que vous courez un danger, pourquoi vous n'écoutez pas l'État? Pourquoi? On va où? Vous allez sauver une vie, mais vous ne devez pas sauver une vie pour tuer une vie. On sort ici, c'est-à-dire je sors de la maison, je vais dormir où? Je sors de ma maison qui est risquée, je vois que c'est risqué, mais je vais où? Et si on te laisse là, qu'on ne fait rien pour toi? Qu'on ne me laisse pas là, mais qu'on me laisse le temps, ou soit qu'on me trouve un local avant de m'enlever là. Vous demandez qu'on vous laisse le temps? Et si vous mourrez en temps? Il y a tout qu'on fait, ce que j'ai dit. On ne peut pas tuer pour sauver. Sors de ta maison et que tu n'as pas de maison, tu vas où? C'est ce que je demande. Monsieur Koné, pourquoi chaque fois, vous les populations, quand l'État vient vers vous, vous posez toujours ce problème? On vous dit que là où vous êtes là, vous courez un danger. Laissez-moi finir. Vous courez un danger. Les pluies diluviennes qui arrivent là, elles seront dangereuses, plus que vous ne l'imaginez. On vous demande de quitter cet endroit. Après, des solutions, à l'issue d'une discussion franche et claire, peuvent être trouvées, n'est-ce pas? Mais déjà, il faut sauver votre vie. Mais ce que j'ai dit, est-ce qu'on se comprend? Le gouvernement dit quitter là, vous allez tomber, monsieur Koné. Monsieur le gouvernement, j'ai compris. Mais je vais où? Donc, tant que l'État... Je me mets au dehors pour dormir, ou soit je reste sous la pluie, je reste où? Je ne sais pas, je vais au marché pour dormir. Les effets sont là, les enfants sont là, les femmes... Tu fais comment? Je veux qu'on soit pragmatique, je veux qu'on soit réaliste. Oui. Je dis, vous voulez me dire aujourd'hui que tant que le gouvernement ne trouve pas une solution, vous n'allez pas quitter cet endroit à risque. C'est clair et net. Parce qu'on va aller où? On va récapituler, M. Koné. Aujourd'hui, quand j'ai parlé de votre cas, vous dites que personne n'a bougé. Cet endroit qui est considéré comme un lieu d'habitation à risque. Vous dites que tant que l'État ne vous donne pas la solution, vous n'allez pas quitter cet endroit, quitte à courir le risque qui va vous conduire droit vers une tragédie. Vous dites qu'il faut absolument que les mêmes solutions qui ont été trouvées il y a quelques années, l'État s'engage à les trouver et juste après, vous allez quitter cet endroit. Tout en sachant que vous ne maîtrisez pas ce qui peut arriver. Mais vous, aujourd'hui, votre choix définitif, il faut que l'État fasse exactement ce que vous dites. Non. Et donc, toutes les campagnes de... Ce qui nous arrange. Ok. Il ne faut pas ce que nous dites, mais ce qui nous arrange, c'est ce que je sais que vous n'allez pas parler au nom de l'État, mais voilà un dialogue de sourds qui est en train de s'initier. Au bout du compte, il va y avoir mort d'homme. Nous sommes dans une campagne de sensibilisation pour que les populations évitent ce drame. Aujourd'hui, ces populations se sentent lésées. Elles ne veulent pas suivre la campagne de sensibilisation donnée par l'État. Elles ont des raisons, mais
est-ce que leurs raisons valent mieux que leur vie? Je réponds sans hésiter non, parce qu'en vie, on est capable de beaucoup de réactions. Ça m'inquiète d'écouter le sinistré. Je comprends sa peine, je comprends sa situation. Je ne vais pas non plus, certainement pas parler au nom de l'État, mais ce que je peux dire, c'est d'alerter et de dire que la situation peut s'avérer beaucoup plus dramatique qu'il ne le pense. Et il y a une chose que le commun, le citoyen lambda ne comprend pas bien. Quand on parle de millimètres d'eau, il a plu 2 mm, 5 mm, 10 mm d'eau. Dans les proumettes, c'est insignifiant. Mais dans l'espace, c'est très important. 1 mm d'eau mesuré dans une éprouvette, ça signifie qu'on a collecté sur le sol 1 litre par mètre carré. Vous comprenez? Et voici la taille d'Abidjan. Et quand il va pleuvoir 10 mm, 20 mm, et on sait tous, pour nous qui sommes à Abidjan, qu'en moins de 24 heures, on a enregistré plus de 100 à 200 mm d'eau. Donc ce sont des quantités énormes qui doivent trouver leur chemin pour aller dans leur point final. Je veux dire, soit de la lagune ou autre. Alors, au fur et à mesure, avec cette quantité d'eau énorme qui s'abat sur le sol, il y a l'érosion, donc il en a parlé. Ça signifie que les zones dans lesquelles vous êtes là vont être continuellement draguées. Alors, si vous étiez à 200 mètres, aujourd'hui peut-être vous êtes à 50 mètres, rassurez-vous, dans peu de temps, vous serez à 1 mètre. Et même que vous voulez partir ou non, un moment va arriver, monsieur, où vous ne pourrez même plus vivre là où vous êtes. Autant sauver votre vie maintenant. Monsieur Koné, comme Dr Nda l'a dit, on aurait bien voulu trouver une solution à votre problème. Tout ce que vous posez est légitime. Mais je pense qu'il faut, dans la vie, il y a ce qu'on appelle les priorités. Et notre priorité aujourd'hui, c'est de sauver votre vie. Parce que si vous n'avez pas de vie, il n'y a pas de possibilité de pouvoir régler les problèmes auxquels vous allez faire face. C'est juste ce que nous avons à vous dire pour l'instant. Alors, je voudrais que vous regardiez droit cette caméra et parlez à l'État. Avant de quitter la maison, que le gouvernement trouve une solution pour les gens. C'est ce que nous on demande. Monsieur Koné, il faut que le gouvernement vous loge. Trouve une solution de logement. Ok. Docteur Nda, votre mot de fin. Alors, je voudrais déjà dire merci et dire à la population d'abord que l'État quand même fait beaucoup. L'État engage déjà des investissements au niveau des différents bassins d'orage pour faciliter l'écoulement de l'eau vers son exutoire. Et surtout demander à la population de suivre les conseils et les consignes qui sont données, les alertes, la météo qui est présentée. Voilà, et ainsi, on pourra sauver le maximum de vies. Un homme prudent voit le danger venir de loin. Avant que le danger n'arrive, il prend donc ses dispositions. Nous avons ouvert le débat, que ce débat continue, que chacun donne son avis et qu'ensemble, nous puissions mettre fin à cette tragédie qui ne cesse de faire beaucoup de victimes. Assez, c'en est assez. À bientôt pour un autre problème.